Ok, je te remercie Nicolas. Donc effectivement, je vais vous parler des reconstitutions coronoradiculaires et les échecs qu'on peut rencontrer donc, au niveau du collage intraradiculaire, sachant que juste avant de partir, j'ai téléphoné à un représentant de la CPM qui m'a indiqué que dans notre région, on était à plus de 80% de dents reconstituées par reconstitution coulée, donc par in-les-corps, lorsqu'une dent était dépulpée. Donc finalement, ça montre que ces reconstitutions coronaires collées, finalement, ne font pas encore totalement partie de l'arsenal thérapeutique de tous les praticiens. Donc ça doit faire un petit peu peur, et on va essayer, dans cette présentation, de déjouer les pièges que peuvent représenter ce collage intracanalaire. Alors évidemment, lorsqu'on veut renforcer la rétention d'une obturation que l'on juge pas suffisamment rétentive, on va lui adjoindre un ancrage radiculaire. Et ça va quelque part renforcer la cohésion entre votre portion coronaire et la portion radiculaire, ce qui va avoir pour objectif d'assurer la pérennité de la dent sur l'arcade. Alors, je vous ai parlé du traditionnel in-les-corps, mais nous avons également des tenons métalliques qui sont soit en acier, soit en titane, avec des formes très rétentives, cylindriques la plupart, et puis des modèles qui sortent complètement de l'ordinaire, rappelant une période passée. Et ces tenons, ils ont un comportement qui est dit isotropique. Alors, rapidement, un petit peu de biomécanique. Qu'est-ce que ça veut dire un comportement isotropique? Ça veut dire que lorsque vous appliquez une contrainte, qu'elle soit axiale, à 30 degrés ou à 90 degrés, votre tenon métallique, ou votre in-les-corps, il va présenter la même rigidité. Il ne va pas avoir une modification de rigidité selon l'axe d'orientation des forces. Et on verra les conséquences biomécaniques. On a vu les tenons métalliques, et puis sont apparus dans les années 90 les premiers tenons fibrés. Ces tenons fibrés, en fait, c'est grâce à des Français, et c'est bien de faire un petit cocorico de temps en temps, qui dans les années 90 ont pris ces matériaux fibrés qui existaient dans l'industrie aéronautique, mais qui existaient aussi dans le domaine du sport, et qui ont eu l'idée de dire on va prendre ces matériaux, renforcés en fibres, et en faire des tenons dentaires. Alors les premiers, vous vous souvenez certainement, sont apparus donc en 90, étaient faits de fibres de carbone. Et puisqu'on est ici pour parler d'échecs, eh bien malheureusement, beaucoup d'entre nous ont été déçus parce qu'il y avait une très mauvaise interface de collage entre les tenons en fibres de carbone et les colles. Et on a eu beaucoup de décollements, d'obturations, et ce qui souvent a clôturé le débat. Et puis sont arrivés dans les années 96-97 des tenons en fibres de verre, de quartz ou de silice, ça dépend en fait du degré de pureté du verre. Et ces tenons, eh bien évidemment, ont amélioré grandement l'interface de collage et donc permettent d'avoir une qualité largement suffisante pour répondre aux contraintes de notre exercice. Alors ces tenons, quand on les coupe dans leur axe perpendiculairement, eh bien vous pouvez constater ces fibres qui sont donc de section cylindrique et qui sont noyées dans une matrice résineuse, de type époxy ou de type polyester de vinyle. Mais en fait, ce sont des composites. Vos composites traditionnels de reconstitution, ils ont des charges qui sont plus ou moins cylindriques, sphériques, alors que dans un tenon en fibre de verre, eh bien, nous avons des charges qui sont donc cylindriques. Et c'est lorsqu'on réalise une coupe dans le grand axe du tenon qu'on voit bien ces fibres qui sont parallèles, équitendues entre elles. Et c'est ce qui va conférer à l'ensemble un caractère anisotropique. Et vous voyez qu'à l'inverse du métal, nous avons une variation de la rigidité, du module d'élasticité, qui donc évolue en fonction de l'axe des contraintes. Le module d'élasticité de la dentine est, selon différentes études, compris entre 18 et 20 gigapascales. Et on se rend compte que lorsqu'on a des contraintes qui arrivent à 30 degrés sur le tenon, celui-ci va avoir ce comportement qui va s'apparenter à celui de la dentine. Et c'est ce qu'ont montré Duret et collaborateurs en 1990, conférant à ce type de tenon un comportement qui se rapproche de celui de la dent saine,
dès lors que qu'on lui adjoint des contraintes. Vous voyez que par rapport à un tenon métallique ou un inlay core, lorsqu'une contrainte va être appliquée, il va y avoir une concentration et diffusion de ces contraintes jusqu'à l'extrémité apicale. Et malheureusement, c'est ce qui peut conduire, lorsque le tenon est actif, justement, s'il n'y a pas une zone de rupture de collage qui peut entraîner justement le décèlement de l'obturation, eh bien, si le tenon est un peu trop en contact direct avec la dentine, vous pouvez avoir une fracture à ce niveau-là. Alors qu'avec un tenon fibré, eh bien, vous voyez que le comportement s'apparente avec une dissipation mieux répartie des contraintes. Alors, on a vu le comportement biomécanique, et effectivement, il va falloir quand même définir les indications. Et c'est là où, justement, les difficultés se posent, puisque, comme je vous l'ai dit, grand nombre de praticiens encore réalisent pratiquement, dès lors qu'une dent est dépulpée, réalisent un inlay core. Donc, on va essayer de définir ensemble quelles indications pourraient permettre de changer notre axe de reconstitution. Alors, l'ANES, qui est un comité d'experts qui s'est réuni en 2003, avait plus ou moins défini que c'était la quantité de dentine résiduelle disponible après préparation coronopériphérique qui permettrait de définir les indications. On entend par paroi résiduelle une paroi qui a au moins 1 mm d'épaisseur et au moins 3 mm de hauteur. Et à partir de là, on a essayé de définir une sorte de cahier des charges permettant, en fonction des situations cliniques, de s'orienter vers le meilleur type de reconstitution. Alors évidemment, dans les situations où le nombre de parois résiduelles est absent ou très limité, l'inlay core, grâce à ses propriétés mécaniques, vont justement permettre d'obtenir une résistance de la portion coronaire. Lorsque le nombre de parois augmente, eh bien, on rentre dans le cadre des reconstitutions coronaires qu'on disait avant foulées. Et maintenant, on parle de reconstitution coronaire, coronoradiculaire, par matériaux insérés en phase plastique. C'est le HBMD 042. Ça fait certainement partie du choc de simplification administrative dont on nous avait parlé. Donc, si vous avez après 2-3 parois, eh bien là, on va vraiment être dans le cas idéal de ce type de reconstitution. Et puis, comme l'a montré également les précédents conférenciers, si vous avez 4 parois bien distinctes, notamment au niveau des secteurs postérieurs, eh bien là, une simple reconstitution en méthode directe, par un matériau composite, va suffire. Et puis après, je viens un peu du pays du rugby, et les anglo-saxons qualifient un peu le jeu français du French flair quand il y a une situation un peu compliquée, d'arriver à la sublimer. Eh bien évidemment, cette histoire de parois résiduelles, on est confronté dans notre exercice à des situations qui ne sont pas aussi parfaitement établies. Et là, je vous ai montré 2 images où finalement, eh bien, on pourrait tout à fait faire des inlay core, mais également réaliser des reconstitutions collées. Et c'est un peu avec votre expérience, avec votre clinical French flair, que vous arriverez à définir un peu les meilleures situations cliniques pour effectuer un collage. Alors nous allons avoir différents moyens d'assemblage. Et là, je vais essayer de ne pas vous perdre. Il y a en gros 3 familles. La première sont les ciments. Réaction de prise acide-base. C'est ce que vous connaissez, les ciments oxyphosphate 2,1, polycarboxynate 2,1 et les ciments verts ionomères. Et puis vous avez des ciments hybrides, c'est-à-dire qui ont à la fois une réaction de prise de type acide-base, puis une polymérisation. Et là, ce sont la famille des ciments verts ionomères modifiés par adjonction de résine, ou la famille des compomères. Les compomères, c'est vrai qu'on les rencontre un peu plus rarement. Vous avez peut-être entendu parler du diraxème, par exemple. Et puis après, nous avons la famille des cols, c'est-à-dire qui ont une réaction de prise uniquement basée sur la polymérisation. Ça serait trop simple. Dans cette famille des cols, on a 3 sous-familles. Celles qui sont sans potentiel adhésif, avec potentiel adhésif et auto-adhésif. Donc celles sans potentiel adhésif, elles vont nécessiter un conditionnement des surfaces et l'adjonction d'un adhésif.
Celles qui ont un potentiel adhésif, ce sont celles qui contiennent des monomères qui vont permettre de créer une adhérence par elles-mêmes, mais qui vont quand même nécessiter un conditionnement préalable des surfaces. Vous avez entendu sûrement parler du Panavia, du Superbond et du M-Bond, par exemple. Et puis, vous avez des cols auto-adhésives qui, elles, ne nécessitent aucun traitement préalable de surface. Et ces cols-là, c'est un peu la famille des SEM, on entend MaxSEM, RelaX Unisem, SmartSEM, et on voit que même il y a maintenant, depuis 8 ans que ces premières cols sont sorties, nous avons même la 2e génération. Mais j'insiste quand même pour vous dire que sur la famille des cols avec potentiel adhésif ou des cols auto-adhésives, elles ne servent qu'à coller votre ancrage. Il n'est pas question de reconstituer la portion coronaire manquante avec ce type de colle, parce qu'elles n'ont aucune propriété mécanique. Pour ça, nous avons la première famille, les cols qui sont sans potentiel adhésif. Alors ces cols-là, elles sont elles-mêmes divisées encore en 2 familles. Celles qui vont permettre de coller le tenon et de reconstituer à la fois la portion coronaire. C'est toute la famille des cores. Core en anglais, ça veut dire un peu la reconstitution de la portion coronaire. Eh bien, vous avez Core X-Flow, Multi-Core Flow, Best Core, bon, sauf le rebuildat de vocaux. Mais donc, avec ces matériaux-là, vous pourrez à la fois coller votre tenon et reconstituer la portion coronaire. Et comme je vous l'ai dit que ce n'était pas forcément simple, ces classifications, il y a également dans ces cols sans potentiel adhésif des cols qui, elles, ne vont vous permettre que de coller votre tenon. C'était les cols qu'on utilisait un peu en début de génération, avant que les autres types de cols apparaissent, où on collait uniquement notre tenon, le Calibra, le Variolink, le Duolink, le Nexus, et on reconstituait la portion coronaire avec du composite que l'on condensait. C'est pour ça qu'on parlait de reconstitution coronoradiculaire foulée. J'espère que c'est assez clair. Une fois qu'on a à peu près compris les différentes familles que l'on va utiliser, va se poser le problème du collage à la dentine radiculaire. Et pour ça, nous avons 3 problèmes bien distingués. Le premier vient du fait que la dentine est un substrat totalement hétérogène. L'autre famille de problèmes vient du fait de notre propre exercice et de notre pratique thérapeutique. Et puis nous parlerons du facteur de configuration cavitaire qui peut poser problème, notamment au niveau du collage intraradiculaire. Alors cette dentine, eh bien, on a constaté par des études de microscopie électronique à balayage qu'en fait, au niveau cervical, il y avait des tubuli qui étaient largement plus nombreux en nombre donc, et beaucoup plus importants en termes de diamètre d'ouverture du tubuli. Et plus vous descendez en cervical, moins il y a de tubuli, et moins leur diamètre, et plus le diamètre est étroit. Et en plus, le nombre de tubules diminue avec l'âge. Donc évidemment, au niveau du collage, ces pénétrations de brides de résine dans ces tubuli va être plus importante au niveau cervical qu'au niveau apical. Et vous avez Marco Ferrari qui a même montré qu'il pouvait y avoir des anastomoses qui pouvaient se créer au niveau cervical entre les brides résineuses, faisant une sorte un peu de velcro. Ce n'est pas l'image qui est interdite au moins de 10 ans, là, mais c'est la numéro 10. Et donc là, vous avez un ancrage qui est bien meilleur que celui qui est réalisé au niveau de la zone apicale. Donc, on va bien comprendre qu'on collera beaucoup mieux en cervical qu'en apical. Et quelque part, ça nous influencera dans la préparation du logement canalaire et de sa profondeur. Ensuite, nous avons la pollution liée à notre pratique. Pratique endodontique qui va utiliser des lubrifiants, des irrigants, mais également de l'eugénol. Et puis la pratique restauratrice où on va former de la boue dentinaire en préparant notre logement canalaire. Donc cette pollution chimique et physique, eh bien, elle peut contrecarrer l'adhésion. Alors le premier point, c'est le génol. Le génol qui est contenu dans nos ciments de scellement endocanalaire. Eh bien, le génol, avec son groupement phénol,
vous reconnaissez peut-être ces 6 atomes de carbone là, en forme de cercle, est un inhibiteur connu de la polymérisation des résines. Il a été montré que l'utilisation d'acide orthophosphorique en mordançage permettait d'empêcher ce rôle par élimination de l'eugénol résiduel et donc finalement de lutter contre cette inhibition de prise des résines. Ensuite, nous utilisons de l'hypochlorite de sodium ainsi que parfois des agents lubrifiants qui nous facilitent la vie lorsqu'on utilise les systèmes de rotation continue. Eh bien, ces agents lubrifiants, comme le Glide, ils contiennent un agent blanchissant, qui est le peroxyde de carbamide. Ce peroxyde de carbamide, c'est celui que vous retrouvez lorsque vous faites des blanchiments ambulatoires. Eh bien, forcément, il va créer une certaine forme d'oxydation tissulaire. Ainsi que l'hypochlorite de sodium, dès lors qu'on est à des concentrations se rapprochant plus des 5%. Et là, la solution n'est pas évidente parce qu'il faudrait appliquer des solutions d'acide ascorbique, donc de vitamine C, des antioxydants, qu'il faudrait laisser agir entre 10 et 15 minutes dans notre logement canalaire pour contrecarrer cette oxydation tissulaire. Et ce qui, à mon sens, n'est pas du tout une réalité possible dans notre pratique quotidienne. Donc, c'est vrai qu'il faudra certainement différer le collage si on utilise, par exemple, ces lubrifiants comme le Glide et se cantonner peut-être à utiliser des concentrations d'hypochlorite à 2,5%, où les baisses de valeur d'adhérence sont nettement moins importantes que si on utilise des concentrations plus élevées. Et nous avons également la préparation du logement qui va générer une sorte de pollution physique à la surface de la dentine avec des résidus de gutta-perca, de ciment de scellement endocanalaire, mais également des débris de fraisage. Et là, on verra que l'acide orthophosphorique également permettra d'éliminer ces résidus. Donc, on a vu les problèmes d'hétérogénéité dentinaire, on a vu la pollution physique et chimique, et puis on va parler du facteur de configuration cavitaire. Ce facteur de configuration cavitaire, il a été défini grâce aux travaux de Davidson en 1987 qui ont montré que lorsqu'on photopolymérisait un composite, cette polymérisation était générée 2 phases qui étaient délimitées par le point G, le point de gel, qui permet donc de définir une phase de pré-gel où votre composite a cette capacité encore à se déformer car il est plastique et donc être capable d'absorber les contraintes, alors qu'ensuite, franchi ce point G, votre composite devient rigide et il n'est plus susceptible de se déformer et donc il peut créer des stress au niveau de l'interface de collage. Alors c'est grâce à ces constatations que Felser a défini son facteur de configuration. Alors Felser, ce n'est pas le Gérard Felser là qu'on voit sur BFM à chaque fois qu'il y a une catastrophe aéronautique, mais bien Anton Felser, qui est professeur à l'université d'Amsterdam et qui a donc défini ce facteur de configuration cavitaire. Il s'agit tout simplement du rapport entre les surfaces collées et les surfaces libres. Et donc, plus ce facteur de configuration cavitaire est élevé, eh bien, plus le collage plus il va y avoir de stress au niveau des interfaces, et plus le collage, évidemment, va être plus compliqué, puisque finalement, si vous regardez mon schéma, vous voyez que les surfaces collées sont beaucoup plus importantes que les surfaces libres, donc ces surfaces susceptibles d'absorber les contraintes et de se déformer. Et donc ça s'apparente à finalement coller dans un tunnel étroit, sombre, où finalement votre composite ne va pas avoir cette capacité à se déformer. Et on verra dans le protocole clinique la façon de lutter contre cet effet négatif. Alors justement, je vais vous présenter un protocole clinique sous forme d'une petite séquence où rapidement toutes les étapes vont être vues et on les détaillera ensuite point par point. Donc je vous lance l'animation. Donc utilisation d'un forêt pour permettre d'éliminer la gutta-perca. On prépare le canal
alors là, il y aurait des discussions, mais vous avez dans la plupart des coffrets des forêts d'alésage correspondant au diamètre du tenon que vous allez utiliser. On va vérifier l'adaptation du tenon dans le canal afin que ce tenon soit passif. Sectionner le tenon à la hauteur présumée de la future restauration coronaire. Dégraisser le tenon. Là, j'ai déjà abordé le sujet, mais vous avez bien compris que je suis assez attaché à l'acide orthophosphorique. Donc, ça va être un des éléments de mordançage. Sécher le canal pour absorber les excédents d'humidité avec notamment une pointe de papier. Un adhésif qu'on va coupler avec un activateur, on va en reparler. Mais l'idée, c'est de transformer notre adhésif qui est uniquement photopolymérisable en un adhésif à la fois photo et autopolymérisable. Bien l'appliquer dans le canal. Une deuxième couche est souvent nécessaire. Il faut bien inonder le canal, mais il faut quand même absorber les excédents d'humidité. Sécher pour permettre d'évaporer les solvants et d'étaler votre système adhésif. Petit truc maison, conditionnement du tenant avec l'adhésif, on y reviendra. Le sécher pour éviter d'avoir une surépaisseur. Et le photopolymériser. Dans la famille des colles, on va utiliser une colle sans potentiel adhésif, c'est pour ça que vous avez vu dans la séance que l'on utilise un adhésif au préalable. Et cette colle, elle va permettre à la fois de coller votre tenon ainsi que de reconstituer la portion coronaire. Ceci est un choix de protocole clinique. Il y en a d'autres. Certainement, on abordera ça au niveau des questions. Mais j'ai essayé de vous présenter celui qui me paraissait être le plus simple et répondant à une forme de gold standard. Alors, il faut que je revienne au mode présentation. Donc, lors de la préparation de votre logement canalaire, on a vu que ça ne servait à rien d'aller extrêmement profond. D'ailleurs, on colle moins bien et puis vous avez des risques, évidemment, de perforation. Donc, un des éléments qui va vous permettre de définir cette longueur, ça sera le rapport entre la portion enfouie, qui doit toujours être supérieure à la portion non enfouie de votre ancrage, sans toutefois dépasser plus de 2/3 de la longueur de la racine, voire se cantonner à la moitié de la longueur de la racine. Avec les systèmes de collage qu'on a, ça suffit largement, et tout en préservant toujours une zone d'étanchéité apicale comprise entre 3 et 5 mm. Quel système adhésif? Alors, c'est merveilleux parce que tous mes camarades vous ont largement détaillé les systèmes adhésifs. Vous avez vu qu'il y avait deux familles, ceux qui sont automordançants et ceux qui utilisent un mordançage préalable à acide orthophosphorique. Eh bien, vous aurez vu dans mon animation qu'on va préférer au niveau du logement intracanalaire utiliser de l'acide orthophosphorique. Vous avez vu que les résultats étaient plutôt nuancés au niveau de la dentine coronaire, mais au niveau de la dentine radiculaire, l'avantage de l'acide orthophosphorique est indéniable. Donc, injection de notre acide, évidemment on remplit entièrement la cavité. On va éliminer le génol résiduel. Grâce à cela, on va rincer notre acide orthophosphorique. À ce moment-là, on peut désinfecter la cavité avec une solution de chlorhexidine à 0,2%. Et on va constater avec ces images de Van Merbeek que l'acide orthophosphorique décape entre guillemets bien la surface de la dent et qu'il élimine cette boue dentinaire avec tous ces débris de pollution physique créés par le fraisage et va donc permettre de libérer l'ouverture des tubuli et donc permettre la pénétration d'adhésifs dans la dentine. Et ça, évidemment, on a montré qu'au niveau de la dentine radiculaire, l'efficacité des systèmes adhésifs utilisant un mordançage à l'acide orthophosphorique était supérieure à ceux qui sont de type automordançant. Vous allez utiliser après votre pointe de papier pour absorber les excès d'eau.
Et là, il est important de constater si vous n'avez pas imbibé votre pointe de papier d'acide orthophosphorique. Et ça peut être une des raisons d'échec du collage, parce que vous allez laisser de l'acidité au fond de votre logement canalaire qui va contrecarrer la prise de votre colle. Donc, votre pointe de papier, elle a un double rôle. Elle va jouer le rôle d'absorbant de l'excédent d'humidité en créant une sorte de séchage doux au niveau du logement canalaire, mais également d'être un témoin du fait que vous avez bien éliminé tout votre acide orthophosphorique. Si tel n'est pas le cas, vous reprenez votre seringue d'irrigation et vous n'hésitez pas à revenir irriguer. Ensuite, dans la présentation, vous avez vu que je couplais mon adhésif avec un petit flacon où on dosait une dose. Eh bien, certains adhésifs, on peut adjoindre à certains adhésifs un activateur permettant de transformer cet adhésif en adhésif à la fois auto et photo. Alors c'est vrai que beaucoup d'auteurs ont montré que si on prenait un tenon et qu'on photopolymérisait au travers du tenon, parallèlement au grand axe du tenon, vous aviez une certaine quantité de lumière qui pouvait se retrouver au niveau apical. Et cette quantité de lumière varie de 3 à 25%. Alors pour certains auteurs, elle est suffisante pour permettre la polymérisation de la colle, mais pour d'autres, elle ne l'est pas. Et sachant qu'en plus, tous les tenons n'ont pas le même comportement. Et qu'en plus, il y a une donnée opérateur très importante, parce que si vous déviez très légèrement votre axe de la lampe par rapport au grand axe du tenon, eh bien, vous diminuez drastiquement la quantité d'énergie lumineuse transmise. Donc finalement, ce n'est pas très fiable, et ce n'est pas l'intensité lumineuse qui va passer au travers de votre tenon qui va garantir à 100% une polymérisation de votre adhésif. C'est pour cette raison qu'on préférera utiliser un adhésif dual. Alors lorsque justement Frédéric vous en a parlé, vous avez toujours à la surface, une fois polymérisé votre composite, une zone de molécules qui ne sont pas polymérisées, inhibées par l'oxygène. Et donc ces molécules-là, finalement, elles diminuent le taux de polymérisation de votre résine. Et le fait d'adjoindre l'activateur, qui est un sulfinobenzoate de sodium, avec ces petites molécules vertes, va venir se lier à ces molécules non prises, ces polymères non polymérisés de votre système adhésif, et va permettre donc d'augmenter le degré de polymérisation de votre adhésif. En diminuant également la quantité de la couche hybride, son épaisseur, et donc permettre d'améliorer la polymérisation. Après, il y a le petit bonus matériel. On a tous des micro-brushes, qui généralement sont des micro-brushes avec une extrémité arrondie, mais pour le logement canalaire, il est plus utile d'utiliser ces micro-brushes qui ont une extrémité travaillante cylindrique et surtout un manche très fin qui nous permet justement d'accéder au fond du logement canalaire et d'avoir donc cette capacité à venir amener de l'adhésif même au plus profond du logement canalaire. Et donc, effectivement, Fred vous a donné une technique pour bien frotter la paroi dentinaire. Et là, j'aurais toujours l'expression de Michel Degrange, qui était un maître et un ami, et qui m'avait dit, Nicolas, la dentine, c'est comme les hommes. Il y en a qui boivent plus que d'autres. Et j'ai toujours cette image au moment, justement, d'appliquer l'adhésif, parce que voilà, c'est ça. Il faut frotter, on vous l'a dit, je pense que ça aurait été dit 3 fois. Il ne faut pas hésiter à bien frotter la dentine pour faire pénétrer cet adhésif au niveau de cette dentine radiculaire. Et également, vous allez utiliser une pointe de papier qui va vous permettre quand même d'absorber les excès. Parce que c'est vrai qu'il faut noyer le logement canalaire, mais il ne faut pas non plus en laisser trop, parce qu'au moment de la prise, vous auriez du mal après à insérer votre tenon. Donc la pointe de papier va vous permettre d'absorber ces excès. Parallèlement, on va conditionner le tenon dentaire avec de l'adhésif. Alors, on pourrait mettre du silane, on pourrait le micro-sabler. Effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur ça, on a publié pas mal. Et finalement, on s'est rendu compte qu'un des traitements les plus simples et les plus universels était tout simplement de mettre votre même système adhésif à la surface du tenon. Rapidement là-dessus, il y a certains tenons qui ne résistent pas du tout au micro-sablage. Et en fait, oui, vous allez augmenter les valeurs d'adhérence, mais en résistance, après, dans des tests de flexion de 3 points, ils vont se casser très vite. Donc,
l'utilisation de l'adhésif, le même que vous avez utilisé pour conditionner votre tenon, vous le photopolymérisez et vous augmentez les valeurs d'adhérence de 30%. On n'avait pas trouvé, avec l'utilisation de silane, des valeurs qui étaient sensiblement meilleures, alors que le protocole était plus compliqué et que surtout, les solutions de silane sont très instables. C'est pour ça qu'elles sont dans des verres borosilicatés et elles n'aiment pas du tout la chaleur. Alors, vous avez conditionné votre logement canalaire, vous avez conditionné votre tenon. Reste plus qu'à utiliser la colle qui va permettre donc d'assembler votre tenon à votre substrat dentine radiculaire. Et pour ça, une colle, ça réagit de manière, ça polymérise de manière chimique par une réaction de base catalyseur où vous avez une amine qui va réagir avec un peroxyde, qui va produire des radicaux libres, qui vont s'attaquer aux doubles liaisons métacrylates pour les transformer en simples liaisons. Et vous allez voir que notre activateur va encore jouer un rôle. Donc vous vous photopolymérisez, vous vous rappelez qu'en surface, vous avez ces molécules qui sont libres et qui risquent, lorsqu'on les mélange à la colle, de venir se lier aux amines de la colle et empêcher la polymérisation de la colle. Donc ces molécules, vous voyez, viennent consommer les amines et ainsi empêchent la colle de prendre. Et c'est ainsi qu'on peut se retrouver avec un problème finalement de décollement de votre obturation, tout simplement par un problème de compatibilité. Alors le bon docteur Frédéric Rowe vous parlera d'un test de compatibilité qu'il a mis au point avec Michel Degrange. Il a même publié un article là-dessus. Et il a une petite combine, il faudra lui demander gentiment. Et donc, si on veut éviter ça, notre activateur va avoir un double rôle. Il va se lier à nos molécules, entre guillemets, de surface là, qui n'avaient pas polymérisé, et donc permettre ainsi la réaction de prise de la colle, l'amine qui se lie au peroxyde. Donc vous voyez que cet activateur, il augmente la photopolymérisation de votre adhésif, la polymérisation de votre adhésif, et il permet une meilleure compatibilité avec votre colle. Ensuite, encore un petit bonus matériel avec les différents embouts dont vous avez à disposition. Évidemment, plus l'extrémité d'extrusion va être fine, plus vous allez pouvoir injecter le plus profond possible dans votre logement canalaire en évitant ici l'apparition de bulles. Donc voilà, il faut bien enfoncer entre guillemets l'embout dans le logement canalaire. Et à ce moment-là, je colle mon tenon et je ne reconstitue pas entièrement la portion coronaire. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que nous sommes confrontés à un facteur de configuration cavitaire qui est, comme je vous l'ai dit, défavorable. Et je vais juste faire une photopolymérisation de 20 secondes en appuyant sur mon tenon, donc je suis quand même à distance de ma colle, et ça va permettre justement la déformation de la colle et qui va être capable d'absorber les contraintes. Donc quelque part, je vais lutter contre mon facteur de configuration cavitaire qui est extrêmement défavorable. Ensuite, je vais finir de remplir ma cavité. Alors soit à l'aide de ces matrices que l'on prédécoupe mais qui ne sont pas vraiment très pratiques, et puis vous voyez l'ajustage qui est tout à fait aléatoire, mais qui rendent quand même des services. Donc je vais mettre, si la cavité est importante, une couche intermédiaire, et puis que je photopolymériserai, et puis je ferai une photopolymérisation finale, encore une fois, si la cavité est suffisamment importante. Sinon, ça peut être fait après en un temps. Et ainsi, j'ai mon résultat final. Alors, on pourrait discuter sur l'enfouissement du tenon. C'est vrai qu'idéalement, il vaudrait mieux que le tenon soit enfoui, mais on n'oublie pas que la plupart du temps, c'est une étape pré-prothétique et qu'il va y avoir forcément une coiffe prothétique qui va venir recouvrir ça. Ce qui fait que si votre tenon n'est pas totalement enfoui sous votre résine composite, ça n'a pas une si grande incidence que ça. Donc je terminerai en espérant vous avoir transmis ce message que finalement, les risques de décollement étaient plus liés à la complexité et à l'énorme quantité de systèmes de collage que nous avons à disposition. Et vous avez vu que malheureusement, utilisés pas à bon escient, eh bien, nous risquons d'avoir des décollements. Donc, plus que jamais au niveau de la dentine radiculaire, il est
impératif d'essayer de bien suivre toutes les étapes et de ne pas vouloir jouer les apprentis sorciers. Parce qu'il ne faut pas oublier que le collage a permis des progrès considérables dans notre pratique, notamment grâce à l'économie tissulaire. Franchement, quand on prépare lorsqu'on fait une préparation pour une laine-corps, on est quand même extrêmement délabrant que lorsque l'on essaye de conserver les contre-dépouilles ou le maximum de parois avec un collage. N'oublions pas le comportement biomécanique de ce type de reconstitution qui s'apparente à celui de la dentine. L'étanchéité qui est obtenue immédiatement, ce qui permet de protéger entre guillemets notre traitement endodontique. On a beaucoup parlé de vitrocéramique. Et bien là, dans les cas antérieurs, justement, on n'a pas besoin de masquer un tenon métallique ou une reconstitution coulée. Donc on gagne évidemment en esthétique. Et puis, nous avons ce continuum endoprothétique puisque nous avons finalement un matériau d'assemblage qui est continu, que ce soit au niveau du logement canalaire ou au niveau de la reconstitution coronaire. Et je termine juste avec cette image pour vous dire de ne pas oublier qu'on ne met un tenon que lorsqu'on veut augmenter la rétention de notre portion coronaire et pas de vouloir rétablir un point de contact. Je vous remercie de votre attention. Merci Nicolas pour cet exposé très clair là aussi, très pragmatique et très clinique. Il y a pas mal de questions qui arrivent. Justement, tu as mis l'eau à la bouche en disant que Frédéric Rau pouvait nous donner une astuce. Donc Frédéric peut tout nous la donner puisqu'il y a pas mal de questions là-dessus. Oui, c'est un peu escroc, je suis d'accord. Non, mais tu n'as pas spécifié les modalités. C'est-à-dire qu'il va falloir payer en plus. Le test est simple, c'est qu'on va essayer de vérifier qu'il y a bien une liaison entre notre adhésif et notre composite. Donc on va prendre la prothèse complète de Madame Duchemin, vous savez, celle qui est hélas partie avant qu'on lui mette en bouche ou qui n'est jamais venue la chercher. Et on va appliquer à la surface de cette résine de prothèse complète ou d'une résine de provisoire notre adhésif qu'on va photopolymériser. On va donc créer cette couche inhibée dans l'adhésif. S'il y a des monomères acides, eh bien, ils sont encore mobiles. Et puis, on va mettre notre composite de reconstitution à son contact. Sur ce bloc, éventuellement, il faudrait que je le montre, mais sur ce bloc de résine sur lequel on a mis de l'adhésif et photopolymérisé, on met notre composite de reconstitution, le Frédocore en l'occurrence, et on va attendre 4-5 minutes que ce Frédocore prenne. Si jamais, au bout de 4-5 minutes, le composite s'enlève avec le doigt, c'est qu'il y a une incompatibilité. En revanche, si on a réussi à lier le Frédocore avec la prothèse amovible de Madame Duchemin, eh ben, c'est qu'il y a compatibilité. Éventuellement, je pourrais vous donner une adresse mail sur laquelle vous retrouverez gratuitement ce site en PDF à la fin de la conférence. Ok, merci Frédéric. D'autres questions pour pouvoir parfaitement insérer l'acide orthophosphorique dans le canal, est-ce que tu utilises des embouts spécifiques pour que le matériau puisse bien aller au fond du canal? Alors, ça, c'est un point crucial. Les gels d'acide orthophosphorique contiennent de la silice colloïdale. En fonction de la quantité de silice, votre gel va être plus ou moins liquide. Donc, il faut vraiment choisir des gels qui sont très liquides. Si votre gel est un peu gélifié, eh bien, vous allez risquer de ne pas suffisamment insérer d'acide orthophosphorique au fond de votre logement. Alors, il y a une petite combine qui consiste à prendre votre tenon et à s'en servir de tuteur. C'est-à-dire, si vous avez des doutes sur la qualité de pénétration de votre acide orthophosphorique, vous prenez votre tenon, et une fois que vous avez mordancé, vous l'enfoncez dans le logement canalaire, et ce tenon va permettre d'amener l'acide orthophosphorique au fond du canal. Mais le mieux, c'est de choisir un acide qui est assez coulant, liquide. Ok, merci pour la réponse. Je lis les questions en même temps qu'elles arrivent. Alors, ce n'est pas vraiment une question, mais bon, comme il y a eu plusieurs éléments qui nous sont envoyés, mais c'est plutôt quelque chose de philosophique. Pensez-vous vraiment que c'est la non-maîtrise du protocole qui produit le faible pourcentage de reconstitution par système adhésif au profit d'Inlecor, ou plutôt un problème de nomenclature et d'honoraires? Chacun
Alors, la réponse est très simple. On va faire de l'Ancien Régime. Lorsque le SPR 57 est apparu sur le marché, en l'espace de 9 mois, il y a eu 40% d'augmentation dans mon département Haute-Garonne. Donc j'en parle assez facilement, à tel point que les dentistes conseils ont été choqués de voir autant, finalement, ce taux d'inlécor remonter. Donc évidemment, dans notre système, on ne va pas faire politique, mais c'est évident que ce taux très important est lié à la nomenclature. Et que malheureusement, moi j'avais été un des premiers à l'époque à dire qu'il fallait qu'il y ait la même tarification pour une reconstitution coronoradiculaire insérée en face plastique qu'un inlécor. Et je pense que ça aurait été un élément politique qui aurait permis d'équilibrer les débats. Alors qu'à l'heure actuelle, évidemment, vous avez vu, il y a quand même un plateau technique. C'est un geste qui n'est pas simple, qui nécessite justement cette rigueur, alors que finalement, une empreinte silicone, c'est très rapide. D'accord, une autre question. Sur le rapport longueur du tenon, hauteur de la reconstitution, est-ce qu'elle concerne la hauteur du moignon ou de la dent qui sera terminée? Non, la hauteur du moignon. Donc il faut que la portion non enfouie, que la portion enfouie soit toujours supérieure à la portion non enfouie. Mais en règle générale, il faut équilibrer au mieux le rapport couronne clinique, profondeur du tenon. Donc évidemment, si on a une dent qui est haute, on va enfouir un peu plus notre tenon. Mais l'objectif étant de limiter la profondeur. On a vu qu'on collait moins bien, plus on descendait. Donc quelque part, dès lors qu'on a une hauteur entre guillemets classique et qu'on n'a pas besoin d'aller chercher une rétention supplémentaire, moi je préconise de s'arrêter à 50% de la longueur de la racine. Pas en deçà, parce qu'en deçà ça ne sert à rien. Autant pas mettre de tenon. Donc il faut quand même effectivement se lier à cette portion du ratio couronne prothétique, longueur d'ancrage. Alors il y a une question sur la réintervention. Lorsqu'on est face à une reconstitution avec un tenon fibré, qu'on doit réintervenir peut-être pour un problème endodontique ou autre, c'est toujours une difficulté. Quels outils tu utilises? Quel est un petit peu ton protocole? Évidemment, quand ça arrive, on n'est pas content. Alors la difficulté, c'est que souvent, on veut aller trop vite. Et là, il faut malheureusement prendre son temps et surtout ne pas avoir peur d'être assez délabrant. Donc une des premières choses, c'est que je réalise un plateau de manière à pouvoir... donc j'abrase ma reconstitution jusqu'à avoir une surface plate et de bien voir le tenon centré. Et donc déjà, visuellement, je vais me placer plus facilement en me mettant perpendiculaire à l'axe du tenon pour pouvoir justement essayer de fraiser mon tenon et l'éliminer. Donc vous avez des kits de réaxé qui sont fournis par les fabricants, les diffuseurs de tenons, qui sont en fait des forets très agressifs, parce qu'ils ont pour objectif donc de détruire le tenon. Alors il y a un petit forêt qui est une sorte de forêt cylindrique avec une petite extrémité diamantée qui sert à faire un avant-trou dans le tenon. Puis après, vous avez un forêt dont les extrémités sont très agressives qui va permettre de le détruire. Ça, c'est la première technique. La deuxième est celle utilisant des inserts diamantés sur ultrasons. Mais là, étant donné qu'il faut travailler à une puissance correspondant à la puissance entre guillemets du détartrage, eh bien, ça va être très long. Et souvent, malheureusement, c'est pour ça que je dis qu'on a envie d'abréger la séance et qu'on passe au forêt. Mais l'idéal, c'est d'essayer de passer dans l'axe du tenon et petit à petit de descendre en contrôlant régulièrement par des radios jusqu'à retrouver la perméabilité canalaire. Il y a une question sur un petit peu ce que tu as évoqué sur les indications. Lorsqu'il reste seulement 2 mm, voire moins, donc émergent de dentine par rapport à la gencive, est-ce qu'on peut quand même faire ce type de reconstitution? Et puis, pour aller encore un petit peu plus loin, il y a des questions, c'est est-ce que finalement, dans certaines situations, on ne pourrait pas s'affranchir carrément d'un tenon et de faire des endocouronnes, par exemple? Oui, oui, tout à fait, évidemment. Quelque part, c'était le professeur Jacques Dejoux qui m'avait dit plus on
délabre entre guillemets la dent, plus on la fragilise. Donc d'aller mettre un tenon quelque part, on délabre la dent, donc on la fragilise. Donc dans tous les cas où on peut s'en passer, eh bien évidemment on va s'en passer. Alors pour les endocouronnes, il y a des indications bien spécifiques. Il faut qu'il y ait quand même un minimum de parois et une chambre pulpaire assez profonde. Dans les cas où on a très peu de parois, le problème va se situer au niveau occlusal. Soit votre reconstitution est soumise à des contraintes occlusales, et là, vous allez quand même nécessiter d'avoir la résistance mécanique d'un inlay-corps, et puis aussi des histoires d'axe, notamment au niveau antérieur. Alors pour ceux qui font de l'implantologie, vous savez que souvent au niveau maxillaire, on implante et on met des suprastructures qui sont angulées à 15%, 7, 15, voire 22%. Eh bien avec un tenon fibré, vous ne pourrez pas réaliser cette angulation. Donc encore des cas où, même si on a des indications qui pourraient être celles d'une reconstitution collée, parfois il m'arrive de continuer à faire des inlay-corps. Et puis également, bon, si on est dans les indications, lorsqu'il y a des reconstitutions multiples, dans les cas de bridge complet, il est vrai que des fois je préfère que ce soit le prothésiste qui parallélise mes reconstitutions par des inlay-corps, et comme ça je suis sûr de l'axe d'insertion. Donc effectivement, je nuance mes propos. Dans ma pratique quotidienne, je ne fais pas que des reconstitutions collées. J'ai encore une bonne quantité d'inlay-corps. Ok, il y a également des questions sur l'incompatibilité avec les composites et les colles chémopolymérisables. Donc finalement, il y a pas mal de questions qui reviennent sur est-ce que la solution finalement de sécurité, ce n'est pas d'utiliser une colle et un adhésif dual, justement pour éviter ces problèmes d'incompatibilité entre l'adhésif et le composite chémopolymérisable. Alors, les colles qu'on utilise sont des colles duales. C'est-à-dire celles que je vous ai montrées sont des colles qui ont la possibilité de durcir à l'abri de la lumière. Elles mettent plus de temps, mais elles ont cette capacité. Là où je crois qu'il faut faire très attention, c'est avec les systèmes automordants qui ont un pH acide. Parce que c'est, comme je vous l'ai montré dans la petite animation, là, il peut y avoir des phénomènes de non-compatibilité. Donc, d'un point de vue général, si vous avez des inquiétudes, sachez qu'il existe des coffrets que les fabricants mettent à disposition qui répondent à ce type de problème. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais de risque d'incompatibilité dans un coffret qui est vendu par le fabricant. Du moins, sinon ça serait inquiétant. Ok. Je regarde. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. Il y avait une question. Effectivement, tu as évoqué que le silane ne sert pas à grand-chose sur le tenon. Et pourtant, on trouve des tenons vendus qui sont déjà silanisés. Donc, est-ce que c'est un intérêt? Est-ce que c'est purement marketing? Voilà. Alors là, nous, on les avait testés avant leur commercialisation. Le problème, c'est que ces solutions de silane sont prépolymérisées sur le tenon. Et donc, en fait, on sait que l'application pour que ça marche, un silane, Fredo vous l'a fait avec ses grands bras, il faut que la solution soit fraîche. Si votre solution de silane n'est pas fraîche, eh bien, vous n'aurez pas d'action de la molécule de silane. Donc, finalement, ces tenons pré-silanés, moi, j'en vois pas du tout l'intérêt. Je vous dis, pour avoir vraiment beaucoup testé, le traitement d'application d'adhésif à la surface vous donnera des valeurs d'adhérence qui feront que ça ne se décollera pas entre votre tenon et la colle. On avait ces échecs-là avec les tenons carbone, ça collait très mal. Ça, je vous l'ai dit en introduction. Donc, c'était normal d'avoir des échecs. Il n'y avait vraiment pas de capacité de collage. Tandis que là, nous avons vraiment une véritable liaison qui s'effectue micromécanique et chimique avec l'adhésif. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'aller encore rajouter un produit supplémentaire dans un protocole qui déjà en contient suffisamment. Enfin, une dernière question. Dans un souci encore de simplification, est-ce que le fait de faire une reconstitution avec un tenon fibré et un matériau de type Relax Unicem peut être une alternative intéressante? Et est-ce que le collage intracanalaire avec ce Relax Unicem ou une colle auto-adhésive, on va dire, est suffisante et quelque chose de fiable? Alors, c'est vrai que quelque part,
on a assisté à une amélioration drastique de ces colles auto-adhésives, les fameuses SEM, alors la X Unisem, Maxem, SmartSem. Et effectivement, les dernières études ont montré que le collage du tenant avec ces colles obtenait des valeurs qui étaient égales, voire même parfois supérieures à celles qu'on obtenait avec le système que je vous ai décrit. Alors peut-être que dans l'avenir, quand on aura un peu plus de recul, on reviendra en arrière. Parce que qu'est-ce qu'on faisait au début? On utilisait des colles, alors elles étaient sans potentiel adhésif, c'était du Calibra, du Variolink, et on collait notre tenant comme ça, et ensuite on reconstituait avec notre composite que l'on foulait, donc notre portion coronaire. Les colles sans potentiel adhésif, mais qui permettent de coller le tenant et de reconstituer la portion coronaire, ont simplifié grandement le protocole. Donc quelque part, il est évident que utiliser ces colles auto-adhésives avec un composite derrière est une solution tout à fait fiable. Parce que vraiment, il y a une amélioration du collage du tenant avec ce type de colle. Mais c'est revenir à un système où on perdra un petit peu d'homogénéité entre le collage, puisque le matériau ne sera pas le même et le composite, mais vous obtiendrez de très bons résultats. Ça fait partie des protocoles que j'aurais pu vous présenter, et certainement peut-être que dans quelques années, j'abandonnerai ce protocole-là pour aller vers celui-ci. Mais encore une fois, c'est rajouter un matériau supplémentaire. Ok, merci pour tout. Avant de